Fred Selimène. C'est moi qui ai la charge de présider cette séance, la première soutenance. Je vous invite à couper vos micros, que vous ouvrirez chaque fois que vous aurez la parole. D'accord? Donc, le premier étudiant qui devra passer là, c'est monsieur Saint-Louis Isaac, qui est présent, puisque je l'ai vu parmi les gens connectés. Son sujet porte sur l'intégration de la technologie dans l'éducation en milieu rural d'Haïti. 2 points. Une étude du cas des écoles du Sud-Est. Alors, comme je vous le disais, je préside cette séance. Il y a le professeur d'Espagne de l'Université de la Guyane, qui est le rapporteur de cette séance, de ce mémoire, et le docteur Nelson Sylvestre, qui est le directeur de recherche du travail de Isaac Saint-Louis. Si le docteur Sylvestre, qui a dirigé le travail, qui connaît bien ce travail, a quelques difficultés à se connecter, entre-temps, le président de l'université, le docteur Providence Christophe, que vous avez tous vu, pourra remplacer le docteur Nelson Sylvestre. Voilà, si Isaac peut me dire s'il entend tout. Et avant de lui passer la parole, je veux insister sur les remerciements de l'institution de l'IES, les remerciements de l'IES à l'endroit du professeur Michel Dissagne, qui a pris sur son temps pour lire attentivement le travail de Isaac Saint-Louis et qui a accepté sans difficulté, qui a accepté vraiment, je le remercie pour ça, et de sa collaboration, sa contribution même, on peut dire, pour le fonctionnement de l'institution. Le professeur d'Espagne, comme je vous l'ai dit, est professeur à l'Université de la Guyane, une université française, mais placée en Guyane. Et ceux qui sont en master, qui nous suivent là, savent qu'il collabore avec l'IUS depuis quelques années déjà et il n'a jamais flanché, mais il est toujours à nos côtés pour aider l'Institut universitaire des sciences de se développer. Vraiment, le président, je le sais, c'est pourquoi je parle en son nom, pour remercier le professeur d'Espagne. Alors, je vais, si Saint-Louis Isaac est prêt, je vais demander à Saint-Louis Isaac de présenter les éléments forts de son travail. Il en a pour 10 minutes. Et je sais que le docteur Providence a formé, il a passé des heures à former les étudiants pour leur dire quoi ne pas dire lors de leur présentation. Donc, Isaac Saint-Louis, tu as la parole et le président a déjà lancé l'enregistrement. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le directeur de la recherche, Mesdames, Messieurs
Dans les années 1900, il a été prévu que les livres en papier soient remplacés par des matériels audiovisuels, selon Thomas Edison. C'est ainsi qu'en 1913, à New York, il a répondu à la question de journalistes en disant « Les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Les élèves recevront un enseignement visuel. Il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma. Notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans. » Telle a été sa réponse pour le journaliste. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui que la question de la technologie ne date pas d'hier. La technologie est considérée comme un outil transversal qui rentre dans beaucoup de domaines comme la santé, l'agriculture, l'industrie, en particulier dans l'éducation. Par ailleurs, chez nous en Haïti, dès les années 2010, on a commencé à parler de l'intégration de cet outil, surtout avec le projet OLPC qui a voulu toucher 2 millions d'enfants en leur donnant chacun un laptop. Mais il faut remarquer aussi que l'arrivée du coronavirus, donc la situation a pris un autre ampleur. Cette pandémie a obligé les institutions du pays et à travers le monde à fermer leurs portes. Donc, de là, les dirigeants du système éducatif s'étaient obligés de faire rentrer tant bien que mal cet outil pour faciliter le travail en ligne entre les parents, les enseignants et les élèves. Ainsi, au vu de cette mise en œuvre, on a compris l'importance de mener un travail de recherche sur ce thème technologie éducative, dont le sujet s'intitule « Intégration de la technologie dans l'éducation en milieu rural d'Haïti, une étude de cas des écoles du Sud-Est ». Cependant, en dépit du fait qu'il est une bonne chose d'intégrer l'éthique dans l'éducation du pays, on a constaté certains éléments comme problèmes capables d'empêcher l'intégration de cet outil dans l'enseignement dans ces zones rurales. Donc, à cet effet, on a questionné ces genres d'éléments comme l'analphabétisme, le problème d'électricité, le problème d'Internet, les capacités des gens à utiliser les outils technologiques, la cherté de la vie. Donc, au regard de tout cela, on se demande comment doit-on procéder pour faciliter l'intégration de cet outil dans l'éducation en Haïti, particulièrement dans le département du Sud-Est, en milieu rural. De ce fait, pour mieux diriger cette recherche, on s'est fixé des objectifs. D'abord, nous devrions démontrer l'existence de l'ensemble des enjeux et des contraintes liées à l'intégration d'éthique dans l'éducation dans le département du Sud-Est en milieu rural. Il fallait démontrer que l'incapacité des acteurs éducatifs à l'utilisation d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions est une entrave à l'intégration de cet outil d'enseignement du pays. Il fallait démontrer également que l'importance de la formation des ressources humaines est un facteur clé pour une meilleure utilisation de cet outil dans les écoles. En effet, tenant compte de ce qu'on a démontré par rapport aux objectifs du travail, on a anticipé pour dire que la connaissance des besoins, des réalités socio-culturelles liées à l'enseignement dans les milieux ruraux facilite une meilleure planification pour l'intégration des TIC dans le département du Sud-Est. Cette réponse anticipée nous a contraint de trouver des méthodes capables de conduire à sa vérification. C'est pourquoi on a passé en revue les écrits des auteurs traitant des sujets ayant rapport à ce même sujet de recherche. On a collecté des données sur le terrain en utilisant un questionnaire d'enquête. On a traité ces données en utilisant la méthode mixte ainsi que le logiciel SPSS. On a aussi utilisé les données à la Direction départementale d'éducation du Sud-Est. Les données, une fois collectées sur le terrain, donc, elles ont été traitées, analysées, puis interprétées. C'est ainsi de manière descriptive, on a compris que la connaissance des directeurs vis-à-vis de l'intégration d'éthique dans l'enseignement en Haïti était un peu précaire. Quand il s'agit de l'outil technologique même, donc certains ont fait savoir, selon les résultats, que la technologie, c'est la science et technique.
Quant au côté de la formation des usagers à l'utilisation de cet outil, donc on a pu constater qu'à travers les données, du moins les résultats des données, que bon nombre des acteurs qui utilisent cet outil ne sont pas formés à cette utilisation. Quant aux possessions des matériels, certains d'entre eux ont un laptop, d'autres utilisent des téléphones. Par rapport à les activités utilisées avec ces matériels, donc ils ont entre eux partagé des textos, ils ont visualisé des vidéos, partagé alors regardé des documentaires. En ce qui a rapport aux capacités des usagers à utiliser ces matériels, donc selon les résultats, on a compris qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment en mesure de bien utiliser ces revenus. Maintenant, sur le côté statistique, on a remarqué, ou du moins, on a trouvé que 14,1% des répondeurs ne connaissent rien sur ce qui a rapport à l'intégration, sur ce qui a rapport à cet outil qui est la technologie. 41,5% disent que la technologie, c'est science et technique. 31,7% d'entre eux disent que c'est un outil de communication. 12,7% n'ont pas répondu à cette question. Quant à la question sur l'intégration d'éthique dans l'enseignement, 81% des répondeurs disent en avoir entendu parler quand même, mais 19% disent ne rien savoir. Quant au sujet lié à la formation des usagers, 66% des répondeurs disent qu'ils n'ont pas été formés à l'utilisation de cet outil, contre 39% qui affirment en avoir reçu. Pour les enseignants, les directeurs qui sont des répondeurs disent qu'ils sont 89,4% qui disent que leurs enseignants n'ont pas été formés à l'utilisation de cet outil. Pour continuer, quand il s'agit de possession de matériel, 54,9% des directeurs disent que leur établissement n'ont rien comme matériel à utiliser pour la technologie. 67,6% disent qu'ils ont un téléphone portable pour les enseignants. 14,8% disent que leurs élèves utilisent un téléphone portable. 38% disent que leur école n'utilise pas de matériel technologique. Quand il s'agit des activités à utiliser, 51,4% des répondeurs disent que leur école n'utilise pas de matériel technologique. Par rapport à la capacité des usagers à utiliser ces matériels plus ou moins disponibles dans certaines écoles, 19% des répondeurs disent que leurs enseignants sont incapables de manipuler les outils TIC. 2% disent qu'ils ne maîtrisent pas les matériels. Et 52,1% disent que leur école n'utilise pas de matériel technologique. Il ne faut pas oublier les coûts de recherche dans les milieux reculés à ces zones. Donc, si certains ont bénéficié des techniques ou du moins de l'installation d'électricité dans certaines écoles, alors 73% des répondeurs disent que leurs enseignants paient entre 25 à 50 gouttes chaque jour. 11,3% disent qu'ils paient entre 50 et 75 gouttes. 9,2% disent qu'ils paient 100 gouttes. Maintenant, au regard de tout cela, il faut souligner à grands traits qu'un déficit des connaissances, des besoins, des défis et des réalités socioculturelles a impacté négativement une bonne planification sur la mise en œuvre d'éthique dans ces milieux reculés. Sur cette base, nous pouvons conclure, comme nous l'avons annoncé dès le départ dans notre hypothèse, que la connaissance des besoins, des défis et des réalités socioculturelles liées à l'enseignement dans les milieux ruraux facilite une meilleure planification pour la mise en œuvre de l'intégration d'éthique dans l'enseignement au niveau du département du sud-est du pays. C'est ainsi, au regard du résultat de ce travail, on a décidé de faire certaines propositions aux dirigeants du système éducatif du pays en leur disant de toujours procéder à une étude de terrain avant de se lancer dans un projet. Rendre compte les besoins des populations éducatives des endroits reculés, uniformiser le système éducatif du pays, développer une politique de réforme éducative, tenir compte des défis auxquels fait face les zones rurales, tenir compte des enjeux capables d'empêcher la mise en œuvre du projet et ne jamais oublier les aspects socioculturels des gens. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement.
Merci Isaac pour cette présentation qui a été bien animée avec une élocution assez claire. Hein. Je te remercie. Et nous passons la parole sans plus tarder. Comme vous le savez, nous avons d'autres soutenances en file indienne, si on peut dire. Alors, moi, je passerai la parole immédiatement au professeur Distan, hein, qui est rapporteur de ce travail. Ton micro est fermé. Là, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, merci, Président Sélimène. Merci à Isaac Saint-Louis pour cette présentation claire, puisqu'on est en soutenance. Donc, par rapport, ou du moins entre l'exposé et ce que je dirais, il y a ce que j'appelle une atténuation portée suite à la présentation de Isaac Saint-Louis. Je trouvais un discours clair, bien sûr, mais en tant que rapporteur, mon but, c'est effectivement de dire ce que j'ai compris de ce travail, mais surtout de pousser Isaac Saint-Louis à aller au-delà, et donc, je veux dire, à décupler les efforts qu'il a déjà décuplés. Donc, en fait, d'essayer de l'amener finalement à interroger l'objet d'étude qu'il nous a proposé et qu'il a travaillé. J'ai fait un petit texte, puisque compte tenu des contraintes d'heure, je pense que c'est mieux, mais de temps en temps, je poserai quelques questions à l'impétrant. Donc, en fait, j'ai lu ce travail de Master 2 d'Isaac Saint-Louis, et voilà ce qu'il en est ressorti. Alors, je dirais à Isaac d'entendre avant. Je peux effectivement être dur dans mes propos, mais ce n'est pas ce qui compte, il faut comprendre le message qu'il y a derrière. L'idée, c'est d'aller de l'avant. Alors, je dirais que le mémoire d'Isaac Saint-Louis porte sur un thème d'actualité, intégration de la technologie dans l'éducation en milieu rural d'Haïti, une étude de cas des écoles du Sud-Est. La réflexion développée par le candidat, par l'impétrant, couvre un peu plus d'une 60aine de pages, ce qui l'inscrit dans la conformité de ce qui est attendu d'un candidat de master en situation de soutenance. En parcourant la table des matières, se trouvant en fin de volume, le lecteur découvre une structuration qui, au premier abord, est en conformité avec les attendus du cahier des charges, précisément avec les instructions présentées dans le guide relatif à la structure du mémoire du master de l'IUS. En amont, 4 éléments forment une première partie et apparaissent dans l'ordre suivant: des remerciements, la liste des abréviations, la liste des tableaux et un résumé qui mérite, je veux dire, une meilleure lisibilité. Je demande au candidat de noter au fur et à mesure un certain nombre de remarques que je ferai. Une deuxième partie, se présentant comme la partie centrale du mémoire, s'articule ainsi en une introduction et une conclusion, encadrant 4 chapitres. Chaque chapitre est décomposé en sections et est organisé de façon binaire, donc comporte 2 sections, ce qui est vraiment intéressant dans la manière effectivement de présenter ce travail de réflexion. En aval, le mémoire se termine par une bibliographie, l'annexe et une table des matières. Juste une petite note pour la bibliographie. Pour un étudiant de master, la bibliographie me paraît très, très succincte. Donc, n'est pas suffisamment fournie compte tenu du niveau d'études de l'étudiant, d'Isaac Saint-Louis. Mais une analyse en profondeur
laisse apparaître des éléments, bien sûr, intéressants qui visent à structurer la réflexion de l'auteur et des imperfections se dessinent également. Quelques aspects viennent corroborer cet observable. L'introduction. Lorsqu'on regarde de plus près cette introduction, elle offre un découpage, certes, qui reflète ce qui est attendu, l'objectif visé par le processus d'intégration de la technologie en milieu rural et dans les espaces scolaires, l'enjeu d'une telle réflexion, les chapitres jalonnant cette réflexion, l'indication de la revue de littérature, une esquisse, je souligne, de la problématique et des hypothèses, l'évocation des données qui seront analysées dans le corps du volume et les résultats attendus. En fait, toute une série d'ingrédients rassemblés qui mettent en perspective les leviers qui composeront les chapitres du mémoire. Très bien. J'admets l'évocation des éléments clés dans l'introduction, mais je me suis efforcé de comprendre pourquoi ils ne sont pas repris clairement, justifiés, développés dans l'un ou l'autre des chapitres fondant la partie centrale du mémoire. D'où ma question, qu'est-ce qui justifie l'énoncé du problème posé dans le premier paragraphe de la page 4? Où avez-vous fait, Isaac Saint-Louis, où avez-vous fait cette démonstration en la factualisant au gré de vos observations? De même, vous évoquez la notion de revue de littérature sur la thématique de l'intégration et de la technologie qui lui est rattachée dans votre mémoire. Mais où sont développées de manière éclairante cette revue de littérature, les éléments qui la composent et qui, au final, en principe, doit conduire le lecteur à indiquer ce qui a été travaillé en la matière. Oui, il y a des éléments que l'on peut observer, et ce qui ne l'a pas été, ce qui n'apparaît pas dans le mémoire, et qui donne à votre réflexion une singularité et à votre question posée la possibilité d'ouverture à une autre réflexion jamais posée ou posée uniquement sous un angle qui pourrait jeter une lumière nouvelle sur des situations d'usage de la technologie non encore abordées. Donc, c'est un point important de la recherche. La revue de la littérature n'est pas là uniquement pour faire un descriptif d'éléments de réflexion d'auteur, pas uniquement cela, mais doit permettre aux candidats de pouvoir faire le départ entre ce qui a été travaillé déjà et ce qui n'a pas été travaillé et ce qui pourrait constituer son travail de réflexion. Cela n'est pas suffisamment inscrit dans la réflexion au sein de ce mémoire. Il en va aussi de la référence à la méthodologie, autant du recueil des données que de l'analyse. Vous évoquiez, vous avez vu que j'emploie souvent ce terme évoquer. Vous évoquez, très bien, l'une et l'autre. Je parle de la méthodologie du recueil des données, la méthodologie de l'analyse des données. L'évocation ne fait que mettre le lecteur en appétit. Le lecteur s'attend un temps, un peu plus, sur la substance de la présentation de chacun des volets de la méthodologie. Mais celle-ci ne livre pas suffisamment les précisions attendues. Autrement dit, lorsqu'on regarde et on parcourt la partie liée finalement à la méthodologie du recueil des données, il y a des éléments effectivement qui sont bien précisés, delimités. Je pense par exemple au directeur d'école, où il y a une insistance. Et puis les autres éléments du corpus sont plutôt dans l'ombre. Donc, en fait, il devait avoir une meilleure délimitation de ce chapitre relatif à la méthodologie du recueil des données, ce qui n'est pas le cas dans ce mémoire. Les données sont indiquées de manière trop fragmentaire. Le corpus est multiple.
Mais l'impression donnée est qu'il s'arrête au directeur d'école. Et les autres? Quel est l'effectif réel qui compose le corpus étudié et analysé? Il faut aller dans l'annexe pour pouvoir bien comprendre effectivement le contour de cet effectif, le contour de ce corpus. Le lecteur doit se soumettre à une exploration très fine pour parvenir lui-même à la constitution de ce corpus. Il aurait fallu un paragraphe mieux délimité et plus informatif en la matière. Par ailleurs, l'évocation de la méthode d'analyse est indiquée, parler d'analyse statistique, mais son outillage se limite dans une référence à un adjectif adossé au terme d'analyse. Analyse statistique, très bien. Vous parlez d'analyse statistique sans précision aucune et sans justification de celle-ci. Pourquoi ce type d'analyse? Pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qui motive l'usage de celui-ci dans ce type de recherche? Les réponses ne se trouvent pas dans l'un ou l'autre des paragraphes de la partie méthodologique du mémoire, ni non plus dans la partie finale, ni non plus dans la partie conclusive. Peut-être avez-vous là, en ce moment, des éléments de réponse pour m'éclairer à ce sujet. Quant à la conclusion, j'étais un peu déçu. Elle est certes posée, mais son contenu n'est pas de nature à éclairer la lecture de façon condensée sur ce qui a fait l'essentiel du travail de réflexion et les analyses, non seulement les analyses effectuées, mais également les résultats obtenus. Parce qu'il me semble dans ce travail, les conditions ou l'environnement qui précède la mise en place ou l'intégration réussie de la technologie, ces conditions sont incontournables, sont importantes à travailler, à revisiter, puisque c'est la condition sine qua non pouvant permettre l'opérationnalité du processus d'intégration de la technologie éducative. En fait, pour tout vous dire, votre conclusion n'est pas structurée de façon suffisamment pertinente pour provoquer sainement un changement de vue et de point de vue sur l'enjeu réel de cet outil. Donc, en fait, c'est plus une invitation à l'impétrant c'est vrai, de décrire, mais d'entrer effectivement dans l'analyse de ce qui est présenté. La réflexion conduite ici pour ma gouverne n'est donc pas achevée, car la structuration de celle-ci n'est qu'amorcée et ouverte, ce qui est une bonne chose. Autrement dit, les évocations qui parcourent le mémoire sont intéressantes, car très subjectives, mais pas encore suffisantes, et pas de l'ordre de l'approfondi pour montrer l'intérêt à prendre au sérieux et à traiter comme il se doit l'environnement humain, matériel, technique et technologique nécessaires à la mise en œuvre durable et efficiente des technologies éducatives. Alors, il y a, voilà un petit peu, de manière très ramassée, la lecture un peu fine que je fais de ce mémoire. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qui ont été effectivement corrigées lors de votre exposé. Il y a aussi des questions que je vous ai posées. Au moins, si l'une ou l'autre de ces questions puisse avoir une réponse de votre part, ce serait intéressant, effectivement, de me les livrer. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur Isaac Saint-Louis, les quelques remarques que je voulais vous faire sans trop, je veux dire, sans trop vous enquiquiner, mais qui me semble, du point de vue épistémologique, importante et à prendre en compte. Merci, professeur d'Espagne. Merci surtout pour ce travail, cette lecture approfondie, qui est plus qu'une lecture approfondie d'ailleurs, parce que ça ouvre des pistes non seulement pour corriger le document tel qu'il est,
mais pour organiser la forme et le fond, puisque le professeur d'Espagne a fait un travail qui porte à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond. Hein? Donc, ça ne peut que contribuer à t'aider à améliorer le document. Je rassure tout le monde, les remarques faites par le professeur d'Espagne sont enregistrées. Hein? L'étudiant, l'impétrant n'a pas besoin d'écrire puisqu'il reçoit l'enregistrement. Donc, il pourra passer, repasser, repasser autant de fois qu'il veut les remarques pertinentes qui ont été faites par le professeur d'Espagne et par tous les autres qui voudront faire des remarques. Donc, juste, professeur Sélémène, juste une toute petite remarque qui m'a frappé dans les dernières paroles d'Isaac Saint-Louis, lorsqu'il parle de recommandations. Il faut qu'il le fasse. Là, c'est plus par expérience. Fasse attention à quelque chose. Le chercheur n'est pas le décideur. La manière de terminer l'exposé que nous avons entendu montre qu'il y a un petit peu une confusion entre le décideur des politiques, décisions politiques, et le chercheur qui est là pour éclairer, suggérer et non imposer des choses. Je ferme la parenthèse. Non, mais ce n'est pas une parenthèse parce que c'est quelque chose de très important. Je le vois avec mes étudiants en économie. Là, on est en sciences de l'éducation. Il y a une sorte de mélange de gens entre les fonctionnaires qui se prennent pour des politiques, pardon. C'est vrai. Et ça, le professeur d'Espagne l'a senti, alors que moi, je l'ai toujours remarqué. Il y a un mélange. Les fonctionnaires se sentent un petit peu obligés d'être des décideurs politiques, alors que ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Donc, il faut garder à l'esprit cette remarque qui semble ancrée dans l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des disciplines, pas seulement en sciences de l'éducation. En économie, moi qui suis prof d'économie, je fais des enseignements en économie et je me rends compte que les étudiants souvent tombent dans ce travers. Alors, je ne vais pas être plus long puisqu'il y a encore... Mais je vais passer la parole au directeur de mémoire, au docteur Providence, puisque Nelson Sylvestre, le docteur Nelson Sylvestre est dans un pays où la connexion ne fonctionne pas toujours très bien dans là où il est, mais peut-être qu'il va réussir après maintes essais, peut-être qu'il va réussir à se connecter, mais pour l'instant, le docteur Christophe Providence peut prendre la parole puisqu'il avait suivi aussi tout ce qui se passait sur le travail d'Isaac Saint-Louis. Donc, docteur Providence, si tu peux intervenir. Merci, Monsieur le Président. Alors, je salue et remercie notre cher professeur d'Espagne pour sa collaboration franche depuis le début. Et il est là avec nous presque à tous les niveaux, puisqu'il encadre également des doctorants et de l'IUS. Vraiment, merci pour les remarques, puisque effectivement, Fred a parlé des étudiants en économie, mais c'est une mentalité même en Haïti. Donc, les gens veulent toujours se mettre à la place des politiques et ils aimeraient bien prendre toutes les décisions à tous les niveaux. Bon, on a vu ça chez nos étudiants, mais on dirait que le citoyen lambda croit pouvoir prendre les décisions politiques qui s'imposent pour vraiment changer les choses. Or, ce n'est pas leur rôle et on le sent, on le ressent dans les écrits des étudiants, notamment en sciences juridiques. Il y en a qui se prennent même pour des militants. Ils sont là pour changer le monde à partir de ce petit document. On a clairement pourtant indiqué qu'il s'agit vraiment de comprendre un phénomène, de vouloir, à partir de sa réflexion, apporter une modeste contribution
hein, à la connaissance. Mais eux, ils veulent changer le monde. Bon, alors, et j'espère que Isaac va, et de toute façon, il est obligé, hein, parce qu'à l'IUS, la procédure, c'est que dans un premier temps, la soutenance permet à l'impétrant de peaufiner son travail. Et dans un deuxième temps, il a obligation, hein, de déposer la version corrigée, hein, moyennant l'autorisation de son directeur, hein, qui vérifie clairement que l'étudiant a pris en compte toutes les recommandations. Donc voilà pourquoi, et d'autant plus les remarques du professeur d'Espagne étaient vraiment très bien placées. Hein? C'est pour aider Isaac à renforcer, pour finir son travail. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit puisque je fais office, alors, pas de directeur, mais il y a quelques éléments sur lesquels j'aimerais bien attirer ou insister, pourquoi pas, parce que Isaac, certes, il y a un effort, hein, à appliquer les règles de l'art, hein, en matière de rédaction de mémoire de master à l'IUS, c'est vrai. Mais il faut continuer. Par exemple, au niveau de l'équilibre, la règle de l'équilibre. Donc, tu nous présentes un texte, hein, par exemple, et le chapitre premier fait 15 pages, tandis que le deuxième chapitre fait uniquement 8 pages. Donc, il y a un profond déséquilibre, hein, dans le texte. Il faudra vraiment, avec ton directeur, Isaac, vraiment réaménager, hein, le document pour au moins respecter les choses. Donc, on a vu également, puisque je ne vais pas reprendre les remarques du professeur, ça vient du fait que Isaac annonce des choses, mais il fait en même temps autre chose, hein, notamment sur les outils. En matière de méthodologie, il aurait pu exploiter tout ce qu'il avait. Hein? Donc, heureusement pour toi, Isaac, c'est là. Par exemple, l'outil que tu as utilisé, hein, le déroulement de l'enquête, c'est-à-dire le protocole de collecte de données, pour vraiment mettre l'emphase sur la qualité, hein, des données collectées et surtout justifier, hein, et l'analyse qui s'ensuit. Donc, ça veut dire que Isaac, avec le directeur, tu vas devoir vraiment transformer, hein, appliquer à la lettre ces recommandations. Donc, il faut, à mon avis, il faudra aussi veiller au respect, hein, et de la présentation des éléments fondamentaux, notamment au niveau de l'introduction. Hein, et parce que Isaac, il faut se dire, on part d'un thème, hein, thème, à l'intérieur, on retrouve le sujet. De ce sujet découle, on va mettre le doigt sur un problème de recherche, mais attention, immédiatement après le problème de recherche, on retrouve, hein, l'hypothèse qui est la réponse anticipée à ce problème. Et par la suite, on retrouve les objectifs de recherche. Donc, il y a un ordonnancement, hein, il y a vraiment un effort à faire pour renforcer, si on veut, la règle d'or, hein, qu'on appelle la cohérence. Vraiment, ça, et je fais confiance entièrement à toi et à ton directeur, hein, bien entendu, pour vraiment améliorer le travail. Je ne veux pas rester plus longtemps, puisque tout a été dit, hein. Et bon, Monsieur le Président, je vous remercie et je souhaite vraiment bon succès à Isaac. Merci beaucoup. Merci, Dr. Providence. Je vais rapidement passer la parole à Isaac, mais je souscris à ce qui vient d'être dit. J'attendais de prendre la parole en dernier pour dire qu'il faut équilibrer ton travail. Un travail qui est déséquilibré, dont des parties passent du simple au double, ça veut dire qu'il manque une maturité. Il y a une absence de maturité, on n'a pas bien maîtrisé le sujet pour équilibrer les choses. Donc, la règle de l'équilibre doit être une obsession.
le travail du chercheur. On ne peut pas avoir un paragraphe de 15 pages et puis un autre qui suit de 8 pages. Hein? Bon, on n'est pas des horlogers suisses. On peut avoir une page de plus ou une page de moins. Hein? Mais on ne peut pas passer du simple au double dans ce genre d'exercice. Et puis, les sections, on n'a pas besoin d'aller à la page suivante pour les sections, contrairement au chapitre. Au chapitre, on doit passer à la page suivante. Mais les sections, on ne change pas de page à chaque fois qu'on change de section. Donc, il faut éviter ça. Et puis, les titres, les intitulés. Il faut avoir des intitulés qui soient beaucoup plus simples. Par exemple, ta section 2 du chapitre 2, ben, au lieu d'avoir un titre aussi long, tu peux l'appeler « Traitement et analyse des données ». Ça va, c'est un titre qui tient par rapport au contenu. Traitement et analyse des données. Et le chapitre 4, on lui donne un titre aussi long, je l'appelle analyse des résultats. Hein? Et là, ça parle. Mais quand tu mets des chapitres aussi longs, ça montre que tu es encore fragile dans l'esprit de synthèse de ce que tu veux faire. D'accord? Alors, je ne vais pas être plus long. Je te donne la parole 5 minutes pour que tu répondes aux différentes remarques qui t'ont été faites et particulièrement aux remarques du rapporteur qui est riche en éléments. Merci le Président. Et je profite de cette occasion pour remercier à chacun de vous, les membres du jury, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et Monsieur mon remplaçant de directeur de mémoire. Et, ok, si je peux le dire ainsi. En fait, je suis tout à fait d'accord avec les remarques. Et de toutes les façons, c'est pour mon bien, c'est pour la réussite de mon travail, pour la qualité de mon travail. Donc, moi, je vais devoir me mettre au travail à nouveau afin de prendre en compte les remarques et de faire ce qui suit. Donc, en ce sens, je crois vraiment pas que je vais devoir dire autant que cela. Donc, je vais tout simplement mettre les remarques, ou du moins, c'est les recommandations en application. Juste, Président, juste un petit mot à Isaac Saint-Louis. Je pense que quelque chose qui pourra le guider, voire le travailler, c'est de lui dire, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les autres, lorsqu'il fait de la recherche, lorsqu'il entame une recherche, il ne s'agit pas effectivement de faire en sorte que cela reflète ce qui existe. Il y a un plus, même modeste, qu'il doit apporter. Parce qu'une question qu'on peut lui demander, lui poser, mais qu'est-ce que cette recherche lui donne ou apporte à la communauté universitaire, à la communauté scientifique d'Haïti et à la communauté de manière générale et au territoire, qu'est-ce que cela apporte comme élément, fut-il modeste, qui pourrait effectivement changer déjà mentalement les choses. Quel est le plus? Quelle est sa contribution à la recherche existante, simplement? Oui, c'est ça, c'est l'apport, ce qu'on appelle l'apport. Hein? Est-ce que tu as une idée, tu peux répondre rapidement en une phrase au professeur d'Espagne? Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? Quel est ton apport? Quel est ton apport? Quel est ton apport à la situation dans ce domaine de l'éducation et des nouvelles technologies et des technologies? Ok, mon apport, c'est que au regard de tout ce que j'ai vécu à travers mes expériences sur le terrain, donc j'ai en réalité accompagné certains directeurs d'école au niveau de gouvernance et au niveau d'encadrement avec les enseignants dans le domaine de l'éducation, mais pas encore avec le domaine de la technologie. Cependant,
j'ai compris l'intégration de la technologie a une importance capitale pour le fonctionnement de l'éducation à l'heure actuelle. Voilà pourquoi j'ai décidé de travailler sur ce sujet afin de pouvoir éclairer tout le monde comme acteur éducatif dans ce domaine. Isaac Saint-Louis, la réponse que tu viens de nous donner indique que le niveau de compréhension que tu as porté sur la revue de littérature reste insuffisant, parce que parler finalement de résultats et de plus signifie que l'exploration que tu as faite de la revue de littérature, les recherches que tu as menées à ce sujet, les relevés que tu as faits à ce sujet auraient dû te permettre de voir là où les choses restent dans l'ombre, et donc là où tu peux apporter ton petit plus. Et la réponse que tu as pu faire, c'est de dire, tiens, dans l'espace des données de la revue de littérature, il y a tel élément effectivement partagé par l'ensemble des chercheurs, mais là, il y a une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, elle est intéressante pour le territoire dans lequel je suis, pour mon territoire. Et donc, il me faut effectivement voir comment je vais me dépatouiller, je vais travailler, je pourrais enrichir justement par mes données, par ma réflexion, cet aspect-là. Ferme la parenthèse. Voilà. Merci. C'est important. Très important, et je vais plus loin. La part d'ombre en question, si tu la détectes, c'est déjà un apport. Exactement. On ne te demande pas de régler la part d'ombre. Peut-être que la part d'ombre que tu vas relever nécessite une thèse de doctorat ou plusieurs années de recherche. On n'en sait rien. Mais le fait d'avoir découvert, mis en exergue une zone d'ombre, c'est un apport. C'est ça la recherche. La recherche, c'est des procédures qui s'étalent sur plusieurs années et parmi plusieurs chercheurs. Donc, découvrir des zones d'ombre à partir de tes lectures et à partir de ta réflexion et de tes données, de dire que là, il y a un problème qui n'est pas réglé et qui pose de sérieuses questions, ça, c'est un apport. Il y a l'administration qui a levé la main. Oui. Oui, alors on revient sur le même problème, initialement identifié, c'est qu'il veut lui-même agir comme acteur sur le terrain. Donc voilà, on sent bien dans sa réponse, c'est comme si il n'est plus chercheur, il est sur le terrain en train de faire. Or, c'est pas ce qui est demandé aux étudiants. C'est pour ça que je disais vraiment, tout à fait. Au professeur d'Espagne que ce n'est pas du tout une parenthèse. Quand il disait « je fais une parenthèse », il est chercheur, fonctionnaire, mais pas politique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, ce n'est pas une parenthèse. C'est quelque chose de très important dans la structure mentale même. Le chercheur ne reste pas à sa place. Il saute des étapes. Donc, il laisse de côté son apport pour aller plus ou moins faire des propositions de décision. Je pense que Isaac doit creuser la notion de rupture épistémologique. Je pense qu'il y a un nœud là qu'il faut absolument défaire pour avancer. Et juste non pas pour en tout cas défendre Isaac, mais on a constaté le problème, surtout cette année, et on a déjà, avec le responsable académique, penser à un autre type d'accompagnement. Parce que comme il y a des étudiants qui nous arrivent de partout, et des fois avec certaines lacunes, et donc on va mettre en place les choses pour vraiment mieux les orienter. Donc voilà, donc on a pris conscience de ce problème dans nos enseignements et à travers les différents mémoires qui ont été rédigés par nos étudiants. Voilà. Merci, Dr Providence. Merci encore une fois au professeur d'Espagne pour sa collaboration significative à l'IUS. Merci, Isaac, pour ta soutenance. Tu voudras bien
récupérer l'enregistrement une fois que l'administration aura mis à la disposition l'enregistrement, quand tu écoutes et que tu réécoutes tout ce qui a été dit, surtout les recommandations faites par le rapporteur, en espérant que tu t'y mettes sérieusement et que tu transmettes ton document définitif assez rapidement. S'il n'y a rien d'autre à rajouter, je lève la séance en disant au revoir au professeur d'Espagne. Hein, et à bientôt. Hein. Merci à tous et merci au président, merci Monsieur le Président et puis merci aux étudiants qui sont là. Allez, comme on dit, à un autre soleil. Oui, c'est sûr, un autre soleil. Un autre soleil. Allez, bye. Bye bye. Bye.